Clément, tout le monde ne s'en souvient peut-être pas, mais je crois que le premier livre sur lequel votre nom a figuré était un ouvrage sur Jean Quérol qui s'appelait La mort dans le miroir. Le choix de Quérol n'était pas un choix fortuit. Oh, certainement pas, non. C'est un romancier auquel je me suis attaché tout de suite, à la fois parce qu'il avait une technique narrative assez neuve pour l'époque, et puis en même temps parce que c'était quelqu'un qui parlait extrêmement bien euh, du corps en souffrance, et au-delà de ça, de l'être en souffrance, de l'être à l'état zéro en quelque sorte, puisque ces premiers personnages étaient des gens qui revenaient de camps de concentration, et c'est une chose qui m'avait beaucoup marqué, beaucoup troublé à ce moment-là, oui. Et puis c'était quelqu'un qui gravitait autour du nouveau roman sans y entrer, ou qui était un peu annexé pour le nouveau roman, Oui, peut-être abusivement c'était d'ailleurs. un peu un marginal. Ça, c'était Hmm. aussi une chose que je trouvais très sympathique, disons, et voilà. Et puis alors il y a ce premier roman, La danse du fumiste, mais est-ce qu'il a été conçu, est-ce qu'il a déjà été rêvé pendant que vous viviez en Europe centrale ou pas? Je l'ai écrit là-bas. Ah oui. Je l'ai écrit en Tchécoslovaquie, et je l'ai écrit à Prague même. Je l'ai écrit assez rapidement, en tout cas la première version. Et bon, vous savez que c'est une seule phrase qui court à travers tout le livre. Et je me suis toujours dit qu'il était sorti en quelque sorte parce que il y avait une sorte d'impossibilité que j'avais à l'époque de parler ma langue convenablement. J'étais entouré de gens dont le français en tout cas n'était pas la première langue, donc même quand j'utilisais le français, c'était de manière un peu restreinte, et que ça avait été un peu comme si la marmite euh, avait chauffé, et brusquement ce roman était sorti alors. Ouais. Mais d'où cette espèce de logorée, parce qu'on D'où peut cette parler espèce de de, d'où logorée. cette espèce de Ouais. logorée, et en même temps la découverte d'un personnage qui, je crois, ne m'a plus quitté d'une Hmm. manière ou d'une autre, et qui est ce type de personnage que j'ai réutilisé aussi bien dans le roman que dans le théâtre après, et qui est un personnage qui, en quelque sorte, se construit et se rassure par la parole, alors qu'à l'intérieur, il est très déboussolé, vide, mal à l'aise, etc. D'où le mot fumiste, puisque ce livre s'appelait La danse du fumiste, et je crois que d'une certaine manière, euh, tous les autres personnages qui ont suivi sont des cousins de ce premier personnage. Des fabulateurs, Des fabulateurs, des menteurs, des exagérateurs, si je peux employer le mot, voilà, enfin toute cette catégorie de gens pour qui la parole est apparemment salvatrice, en tout cas. Hmm. Oui. Et ça s'est marqué dans le deuxième roman aussi d'ailleurs. Ça s'est marqué dans le deuxième roman de façon différente. C'était plein la vue par un narrateur qui était un faux aveugle, donc un faussaire, mais qui était en même temps, d'une certaine manière, ce que j'ai un grand fabulateur, mais au sens le plus, presque au sens littéraire du terme, puisque à force de raconter son histoire et de déborder à gauche et à droite, il arrivait dans des romans qui existaient déjà, re-raconter à sa manière un certain nombre d'histoires depuis la littérature antique à peu près, ce qui fait que, en plus de l'histoire qui est racontée, il y a le rappel de toute une série d'œuvres dans ce livre. Mais là aussi, ce plaisir de visiter le panthéon littéraire, Oui, c'est quelque chose qui vous est resté, parce que vous l'avez fait après, vous-même, sciemment, et sans vouloir nécessairement d'ailleurs parodier les textes pour le coup, en faisant des pièces avec des textes qui n'avaient jamais fait l'objet de ce genre d'opération. Je pense mettre Homère à la scène, ah oui, c'est oui, pas étranger non, à cette certainement pas. mémoire culturelle. Oui, certainement. Je crois qu'il y a une sorte de va-et-vient entre ce que j'essaie d'écrire et cet immense continent de la littérature. Et je pense qu'on est à une époque où,
on subit tellement, ou enfin subir, c'est pas un bon mot parce on a tant de plaisir plutôt à avoir ce rapport avec tout ce qui nous a précédé que forcément ce va-et-vient. Enfin, moi, j'ai vraiment le sentiment d'être un héritier au sens le plus merveilleux du terme. Je veux dire, on a tant et tant derrière nous et on est porté par tout ça. Je crois que c'est une chose très importante. Oui, et ce patrimoine, vous vous y égayez tant et plus, quoi. Oui, avec grand plaisir. Et effectivement, j'ai trouvé au théâtre, dans les adaptations, un champ d'exploration absolument jubilatoire. Oui. Ouais. Oui. Mais justement, le théâtre, maintenant, le mot est prononcé parce que la rencontre du théâtre est quelque chose de très important. Est-ce qu'elle était, j'allais dire, programmée? Ou est-ce que ça a été un choc? Est-ce que ça a été un rendez-vous accidentel? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que le passage au théâtre s'est produit? Mais c'était tout à fait factuel, c'est-à-dire que c'est vers 84-85, Philippe Sireuil, qui avait lu mes romans, m'a dit, tiens, écris une pièce et si ça fonctionne, eh bien je la monte. Voilà, et ça a été Les Pupilles du Tigre. Et puis j'ai mordu au théâtre de façon vraiment très forte. Et bon, ça a entraîné une deuxième pièce. Et puis voilà, parce que j'ai découvert un monde que je ne connaissais que de l'extérieur et où l'on voit les textes que l'on écrit portés par des acteurs et prendre alors une amplitude à laquelle on ne s'attend pas du tout. J'ai appris petit à petit, parce que c'est une chose très difficile, ce qu'est l'écriture théâtrale et ce que sont ses contraintes. Et puis vraiment, je m'y suis beaucoup plu. Ceci dit, je pense que mes romans, dans la mesure où c'était des narrations à la première personne, des narrations où l'oralité avait une grande importance, étaient déjà Oui, l'idée de Sireuil porteurs ne de venait pas de rien. théâtralité. Quoi. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Mais l'oralité, vous avez expliqué comment elle avait surgi d'une espèce de manque par rapport à un environnement linguistique qui laissait énormément de place au monologue, puisqu'il n'y avait pas de réplique possible. C'est transformé au théâtre, puisque là, il y a des pièces où les monologues jouent beaucoup, mais il y en a d'autres qui sont beaucoup plus chorales et beaucoup plus orchestrées, je dirais. Est-ce que ça a été aussi une autre forme d'expérience? Oui, c'est surtout un apprentissage difficile. Je crois vraiment que l'écriture théâtrale nécessite une technique beaucoup plus pointue que le roman, où on est finalement beaucoup plus à l'aise. Et donc il y a beaucoup de choses à apprendre, surtout dans mon cas, puisque il est convenu de dire qu'au théâtre, l'écriture doit être retenue pour laisser la place au jeu du comédien. Il ne faut pas tout dire, il faut laisser des trous, et il faut travailler avec l'ellipse, etc. Or, j'ai des personnages qui sont extrêmement bavards, donc il y a là une contradiction permanente avec laquelle il faut... je trouve des solutions et c'est pas toujours évident. Le rapport à la musique, est-ce qu'il existe? Parce qu'à voir les pièces, on a l'impression quelquefois d'être face à un quatuor, à un quintet, d'entendre des instruments, soit à cordes ou à vent. Non, je dirais il n'est pas explicite en tout cas, ou il n'est pas pensé. Il y a un rapport à un rythme intérieur, oui, ça qui est très important. Et, je dirais, je parlais de Willems tout à l'heure, c'est mon initiateur. Maintenant, pour ce qui est de l'écriture même, je crois que dans le théâtre contemporain, celui que je place le plus haut, c'est Thomas Bernhardt. Or, s'il y a bien une écriture musicale, effectivement, rythmée, répétitive, c'est la sienne, et certainement elle doit me marquer, que je le veuille ou non. Il y a un autre auteur qui a dû quand même vous marquer pas mal, c'est Kafka, non? Oui, mais là, je crois que vous alliez
parler de Pinget ou de quelqu'un comme ça. Ah, pourquoi pas Pinget, oui. Mais oui, alors Kafka, c'est peut-être Du fait de la parabole, c'est ça. Un autre registre, alors. Du fait de la parabole, oui, peut-être. Oui, peut-être. Du fait de l'humour, surtout. Cette espèce d'humour terrible, d'humour corrosif qui fait que c'est un humour un peu destructeur, enfin, qui pose un regard sur l'homme qui l'empêche de devenir un héros, en quelque sorte, hein, c'est un humour qui enlève le dramatique. C'est très curieux, ça. Un homme qui se qui se réveille le matin transformé en cancrelat, c'est difficile de dire que c'est un héros avec un grand H. Voilà. Alors il y a peut-être un peu de ça dans la dérision que je suis amené, peut-être malgré moi, à pratiquer avec mes personnages. Oui. Parce qu'on a senti une complicité dans la version du château. Oui. On l'a senti aussi dans le Kafka Circus. Oui. Qu'on était dans un univers de proximité, manifestement, avec une grande familiarité. Oui, c'est un auteur que j'ai lu et relu et relu. Enfin, c'est quelqu'un qui est pour moi extrêmement important. Surtout, je dis, dans le côté de ce regard un peu dérisoire sur le monde. Pas tellement le monde kafkaïen tel qu'on l'évoque, mais plus le Kafka des petits textes, des textes sur le cirque, des artistes de cirque, etc. Oui, du champion du jeune. Voilà, voilà, oui. Mais là, c'est vrai que l'humour et la clownerie, et presque aussi le musical, sont parmi les tentations de ce théâtre que vous faites. Est-ce que ça tient aussi à une certaine intimité que vous entretenez avec des metteurs en scène? Que vous aimez le travail de proximité avec des metteurs en scène? Est-ce qu'ils vous mettent au défi de ça, je veux dire, comme il y a eu déjà l'invite de Cireuil? Est-ce que d'autres vous ont encouragé dans le sens de ces dimensions spectaculaires? Non, je ne pense pas. En tout cas, pas directement, non. Mais il est clair qu'à force de fréquenter des metteurs en scène d'esthétique très différentes, c'est une chose à quoi je tiens beaucoup, de ne pas rester dans une école, mais de voyager un peu partout. Peut-être qu'effectivement, ça m'amène à une réflexion sur toutes les possibilités du théâtre. Oui. Sur le plan de la narration aussi, vous introduisez dans le théâtre des expériences de narration, comme dans Caprice d'image par exemple, qui sont rarement tentées. La complexité de l'enjeu est celui qu'on peut trouver dans la nouvelle ou dans le roman, rarement au théâtre. Comme si vous vouliez pousser le théâtre dans ses derniers retranchements. C'est peut-être le fait de venir du roman aussi, je veux dire de naviguer dans une zone qui serait entre roman et théâtre, dans le meilleur des cas quand c'est réussi, et peut-être de reposer dans la construction d'une pièce des problèmes narratifs qui seraient peut-être plus des problèmes romanesques, oui. Effectivement, on fait allusion à Caprice d'image, par exemple, cette idée au départ de placer des personnages qui sont dans le rêve d'autres. Voilà, brusquement, je suis là, vous dormez, je rentre dans votre rêve. Hein, alors, bon, c'était un bon fonctionnement, mais après, il faut retomber sur ses pattes de façon à ce que l'histoire soit cohérente. Et j'aime beaucoup la structure narrative cohérente, même dans une pièce. Alors que, généralement, aujourd'hui, c'est une chose dont beaucoup d'auteurs ne s'occupent pas tellement. Le théâtre est d'abord langage. Pour moi, le théâtre, c'est une pièce de théâtre, c'est une histoire. C'est une histoire qu'on raconte. Enfin, c'est du langage, mais c'est aussi une structure. Voilà, mais il faut bien la raconter. C'est une machine. C'est important, oui. Mais est-ce que ce n'est pas ce cosmopolitisme, justement, qui vous a permis d'aborder des choses comme, par exemple, le mariage princier dont vous avez fait une Oui, c'est possible. Ouais. Oui, c'est possible. Ça donne un regard un peu plus distant, peut-être, oui. Et la distance, oui, en parlons-en de la distance. Je crois qu'on ne peut pas écrire du théâtre aujourd'hui sans être passé par Brecht, de près, de loin ou de travers. Est-ce que ça a compté pour vous?
Oh, pour être tout à fait franc, pas tellement. Peut-être au niveau de mes lectures, de ma réflexion, de mon regard sur le théâtre, mais je ne pense pas au niveau de ma démarche profonde. Ni Brecht, ni même ses successeurs. Enfin, je me sens beaucoup plus proche de quelqu'un comme Bernard, dont je parlais tout à l'heure, par exemple. Oui. Bernard, qui alors pour le coup avait un rapport aussi à son pays des plus ambigus et des plus problématiques. Assez problématique, effectivement, et c'est une chose assez intéressante d'ailleurs. Oui. Donc il se retrouve Gombrowicz, Bernard, Aymon alors. Oui, mais je suis plus doux quand même. Hein. Je crois que je n'ai pas leur violence, quoi. Je suis plus doux de caractère, certainement. Apparemment, en tout cas, oui. Mais sans être dupe pour autant. Est-on jamais dupe? Est-on jamais dupe? Je ne sais pas. Ou plutôt, n'est-on pas toujours dupe, hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci.